Ok, grazie Alessio, sei stato tu, l'altro Sì, sì. organizzateur. Allora, je fais l'introduction en italien. Sì. Diamo il benvenuto a Pascal Severac e Ariel Sory per questo primo incontro della nostra seconda sessione del ciclo di seminari Storia ed educazione nell'età moderna, Spinoza e dintorni. Come chi ci ha seguito prima sa, nello scorso semestre ci siamo concentrati prevalentemente sui filosofi che Spinoza poteva conoscere direttamente o indirettamente. Abbiamo quindi parlato di Machiavelli, Hobbes, Bacon e Leibniz. In questa seconda parte, che durerà da oggi, da ottobre fino a dicembre, ci occuperemo invece più direttamente del pensiero spinoziano. Non avremmo potuto trovare ospiti migliori per dare avvio a questa seconda fase, di Pascal Severac e Ariel Somy, perché entrambi hanno lavorato e riflettuto a lungo sia sul tema dell'infanzia che sul tema dell'educazione più in generale. Tra i moltissimi contributi che entrambi hanno dato alla ricerca sul pensiero spinoziano, ricordiamo in particolare di Pascal Séverac, Le devenir actif chez Spinoza, Renaître, enfance et éducation à partir de Spinoza et puissance de l'enfance. Di Ariel Chommy ricordiamo invece la comunication du bien chez Spinoza, Spinoza passe à pas e Spinoza par les bêtes, avec Alia Daval. Oggi ci presentano una relazione che si concentrerà sul tema dell'educazione pubblica, quindi senza ulteriori indugi lascio loro la parola. J'ai compris que vous nous donniez la parole. Oui, c'est ça. On Merci. fait l'intro aussi en italien parce que ce sont aussi les séminaires pour la société. C'est donc, je ne sais pas si tout le monde parle français en fait. Qui commence? Tu veux commencer, Pascal? Ben, c'est comme tu veux. On pourrait déjà dire deux mots du titre qu'on avait donné et qui est toujours un titre qu'on donne à l'avance sans trop savoir ensuite ce qu'on va mettre sous ce titre. Et on avait donné comme titre Qu'est-ce qu'un peuple sans éducation? Bien sûr, on pensait, en donnant ce titre, au travail qu'a fait Spinoza dans le traité théologico-politique sur cet exemple exemplaire qu'est le peuple hébreu. Et puis, en rediscutant avec Ariel, on s'est dit que c'était un titre qui pouvait peut-être induire en erreur dans la mesure où euh, il n'y a peut-être pas ni d'individu ni de peuple qui soit radicalement sans éducation. Euh, il y a une forme d'éducation du peuple hébreu. Cette forme d'éducation, elle est sans doute à définir. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le peuple hébreu n'est pas bien éduqué. Spinoza jamais ne parle de mauvaise éducation dans le traité théologico-politique comme dans l'éthique pour qualifier un individu ou un peuple, mais en revanche, il parle de ceux qui sont bene educati, qui sont bien éduqués. Et bien sûr, ce n'est pas un syntagme qu'il utilise pour caractériser le peuple hébreu. Le peuple hébreu, il est dans une forme d'éducation qui nous a intéressés et qu'on pourrait dire une éducation qui entretient la puérilité, qui entretient une forme d'infantilisme, la puérilité non pas au sens de l'enfance normale d'un enfant qui ensuite va devenir adulte, mais l'enfance, on va dire, stabilisée, dans laquelle un peuple, notamment d'adultes, est maintenu. Alors, cette puérilité, cet état d'infantilisme dans lequel le peuple hébreu est maintenu, euh, est dû à l'éducation, d'une certaine manière, que Moïse a voulu pour le peuple hébreu, mais qu'il a voulu sans doute en espérant un dépassement, sans doute en espérant que un jour, le peuple hébreu puisse accéder à autre chose que la simple obéissance à la loi
comme il dit dans un texte, un jour viendra où la loi de l'amour de Dieu sera gravée dans les cœurs et sera portée intérieurement et ne sera plus, on va dire, vécue extérieurement comme une obéissance ritualisée, continue, disciplinée à la loi. Du coup, voilà, ce à quoi on s'est intéressé avec Ariel, c'est à cette éducation infantilisante dans laquelle le peuple hébreu est maintenu malgré, d'une certaine manière, l'intention de Moïse qui avait peut-être une visée éducatrice meilleure. Alors même si cette éducation, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas l'éducation. Il a disparu. Pascal, oui. Disons qu'on va essayer de l'approcher à partir de cette éducation infantilisante dans laquelle est maintenu le peuple hébreu. Et on avait été attentif, c'est surtout Ariel qui avait été attentif à un petit point dans un texte qui était assez énigmatique et qui parlait, ce point, d'une joie dans laquelle le peuple hébreu était maintenu, qui était une joie infantile, ça ne nous étonnera pas, mais qui n'était pas forcément de l'envie. En tout cas, le peuple hébreu a connu des développements d'envie, mais il a aussi connu cette joie, on pourrait dire de l'enfance ou infantilisante. Alors, Ariel nous donne le passage, mais peut-être qu'il pourrait le lire. Et c'est vraiment une incise. Il faut avoir l'œil d'aigle d'Ariel pour voir ça. Mais d'une certaine manière, c'est un élément qui nous a permis d'essayer d'approfondir ce que pouvait bien être cette éducation à la joie infantile que Moïse avait d'abord mis en place et entretenu à travers différents dispositifs. Alors peut-être veux citer le texte? Il s'agit du début du chapitre 3 du traité théologico-politique, chapitre qui porte sur la question de l'élection des Hébreux et de savoir si effectivement, que signifie ce terme d'élection des Hébreux. Ont-ils été élus par Dieu véritablement et pourquoi surtout ont-ils été élus par Dieu? Est-ce que c'est pour le salut au détriment enfin, des autres ou est-ce que c'est pour simplement une élection, est-ce que c'est simplement une élection politique, c'est-à-dire une élection temporelle qui apporte simplement des bienfaits d'ordre temporel, mais non pas spirituel? C'est l'enjeu du chapitre. Et alors, ce qui nous a intéressé, c'est le tout début de ce chapitre que je relis. Voici la première phrase. Le bonheur véritable et la vraie béatitude consistent pour chacun dans la seule jouissance du bien, et non pas dans cette vaine gloire de jouir du bien à soi seul, les autres en demeurant exclus. En effet, celui qui s'estime plus heureux du fait que les choses vont bien pour lui seul et non pour les autres, ou du fait qu'il est plus fortuné ou plus heureux qu'autrui, celui-là ignore le bonheur véritable et la vraie béatitude. Et voilà le point qui nous intéresse. La joie qu'il en retire, si elle n'est pas puérile, n'est issue que de l'envie ou de la méchanceté. La joie qu'il en retire, si elle n'est pas puérile, c'est ça qui nous intéresse, si elle n'est pas puérile, n'est issue que de l'envie ou de la méchanceté. Donc la question qui va se poser est de savoir si l'élection des Hébreux et la joie qu'ils ressentent à être élus relève de l'envie et de la méchanceté, la satisfaction d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas, ou bien si elle est simplement puérile. Et effectivement, par la suite, Spinoza a l'air de dire que les Hébreux sont dans un état de puérilité, en effet, plutôt que d'envie ou de méchanceté, fondamentalement, puisqu'à plusieurs reprises, il signale qu'ils sont comme un peuple d'enfants. Et comme tu l'as rappelé, effectivement, l'éducation que leur fournit, que leur inculque Moïse, consiste paradoxalement, c'est vraiment paradoxal, parce qu'en principe, une éducation consiste à sortir
l'enfant de son enfance progressivement et à le conduire à l'âge adulte. Or là, nous avons une éducation qui maintient les Hébreux dans un état d'enfance collective. C'est-à-dire que même adultes, ils restent dans un état d'enfance. Pourquoi état d'enfance? Parce que, comme tu l'as rappelé, ils sont à l'égard de la loi, des commandements, comme un enfant à l'égard des commandements de leurs parents, c'est-à-dire dans un rapport de pure extériorité. Ils obéissent à une autorité sans comprendre la raison des commandements, des lois. Ils n'y obéissent que par amour envers le Père, c'est-à-dire, disons, Moïse, et puis plus fondamentalement Dieu qu'ils s'imaginent comme le sauveur de la patrie, mais pas parce qu'ils comprennent de l'intérieur, de manière rationnelle, la raison d'être des commandements en question. Et donc, la véritable éducation, au sens spinoziste, sans doute, consisterait à à transformer cette extériorité, ce rapport d'extériorité à la loi, en un rapport d'intériorité où on pourrait enfin comprendre la raison d'être des lois et à ce moment-là en devenir véritablement les auteurs. Donc il y a ce paradoxe d'une éducation qui va en sens contraire de l'éducation normale. Et puis peut-être il y a aussi un autre paradoxe, c'est que Spinoza prend comme exemple de peuple, alors pas sans éducation, effectivement, comme tu l'as rappelé, mais d'un peuple éduqué de cette manière paradoxale, donc éduqué au rabais, euh, maintenu dans son état d'ignorance initiale, hein, l'état dans lequel ils étaient au sortir de l'Égypte, de la servitude. Eh ben, il prend comme exemple, enfin comme modèle d'éducation minimale, le peuple hébreu, alors que traditionnellement, on présente au contraire le peuple juif comme le peuple du livre, le peuple éduqué par excellence. Donc là, il y a aussi un paradoxe, peut-être une sorte de provocation de la part de Spinoza à proposer une lecture à rebours de cette éducation. Mais bon, le problème qui nous a particulièrement intéressés et occupés, c'est effectivement de savoir ce que seraient ces sentiments d'élection qui seraient simplement puérils sans être envieux. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Alors peut-être Pascal, tu peux reprendre. Pourquoi est-ce que particulièrement c'est intéressant de se poser la question d'un sentiment d'élection qui ne soit pas envieux, qui soit simplement puéril? Hum. Bah, Peut-être que ça joue un rôle dans ce que serait justement une bonne éducation. Alors, voilà, c'est ça. Peut-être qu'il faudrait penser sur le mode de l'activité, en régime d'activité, cette joie qui n'est expérimentée et éprouvée qu'en régime de passivité, de puérilité chez les Hébreux. En fait, ce qui nous a déjà intéressés, c'est de pouvoir faire une sorte de typologie des éducations, c'est-à-dire une éducation à cette joie puérile, une éducation à la joie, mais qui vient justement de la compétition envieuse des honneurs. Ce serait une éducation, on pourrait le dire, sur le mode libéral, une éducation peut-être qui prendrait ses racines chez un Hobbes. Et puis, une troisième éducation qu'on peut peut-être appeler éducation éthique, éducation à la rationalité, qui est l'éducation peut-être que propose Spinoza et qu'il propose sans véritablement la thématiser, cette bonne éducation. Alors, elle a des caractéristiques qu'on pourra un peu étudier. Elle a des caractéristiques que le traité théologico-politique exhibe en passant notamment dans le chapitre 20, cette bonne éducation. Et puis, elle a aussi, je pense, une nature que l'éthique essaye de développer, mais sans toujours le dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression parfois que l'éthique est comme un traité d'éducation que Spinoza n'a pas tout à fait écrit, mais qui serait enveloppé dans justement le propos même de l'éthique. On peut lire l'éthique comme un traité d'éducation, comme ce traité sur la bonne éducation dont il est parfois question dans le traité théologico-politique. Et notamment, il existe des textes qui permettent d'appuyer cette idée, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Ce qui compte déjà, c'est d'essayer
de bien distinguer cette éducation à la joie simple, puérile, et qui n'est pas du tout une éducation à la raison, et qui justement, parce que elle est sans recherche d'émulation, ce qui permet peut-être, ou ce qui empêche le collectif de se développer, de développer ses facultés rationnelles, à distinguer d'une éducation qui est une éducation beaucoup plus ordinaire, qui est l'éducation morale ordinaire, celle qui se fait à travers l'envie, à travers la recherche des honneurs, dans une émulation justement envieuse où la jouissance vient justement du fait que euh, on arrive à surpasser les autres, où on arrive à posséder un bien dont les autres du coup sont dépossédés. C'est l'éducation, on pourrait dire, presque méritocratique, qu'elle soit promue dans une république ou dans un système, dans une république libérale, on va dire. C'est l'éducation à des biens qui parfois conduisent à jouir de quelque chose dont les autres sont privés. Alors peut-être que quelqu'un qui défendrait la méritocratie vous dirait non, il ne s'agit pas de priver les autres, il s'agit de réussir soi-même. Mais dans la mesure où il existe des concours, dans la mesure où tous les biens ne sont pas partageables, que les postes, les places ne seront attribués qu'à ceux qui réussissent, eh bien, cette méritocratie conduit justement à une éducation politique qui est une éducation libérale, où la joie est celle qui est instruite par l'envie et par la conquête des honneurs, et donc par le texte que Ariel a lu, c'est-à-dire par la jouissance d'un bonheur qui vient du fait qu'on a un bien dont les autres sont dépossédés. Peut-être Alors nous, ce qui nous a intéressé, c'est un petit peu de creuser eh ben, cette éducation à la joie, qui n'était pas encore une éducation à la joie rationnelle, mais qui n'était plus non plus cette éducation à la joie envieuse. Voilà, comment penser cette joie puérile et comment penser ce que Moïse a mis en place pour justement faire en sorte qu'elle soit éprouvée par les Hébreux. Et d'une certaine manière, ça n'a pas marché parce que les Hébreux, finalement, tombent dans l'envie, pas l'envie des autres nations qu'ils haïssent et desquelles ils se sentent de toute façon coupés, mais une envie qui s'est instillée à l'égard de certaines, enfin des tribus les unes par rapport aux autres, et notamment à l'égard des Lévites, de la tribu de Lévi. C'est au fond la confiscation euh, de ce droit dont jouissaient les premiers-nés de chaque tribu d'interpréter les textes sacrés, d'avoir le droit des affaires sacrées. Ben, c'est cette confiscation qui a été ensuite donnée, ce droit-là, à la seule tribu des Lévites, qui crée justement l'envie dans le peuple qui justement se divisent et on pourrait dire que à partir de ce moment-là, le peuple hébreu n'est plus dans la joie d'une élection égalitaire, mais il y a une élection dans l'élection, l'élection d'une tribu au sein du peuple, qui justement, c'est le ver dans le fruit dont parle le TTP, qui justement euh, eh bien, produit cette, cette joie envieuse et donc au fond qui produit aussi la division du corps politique. Euh, donc, ce qui nous a intéressé, c'est d'essayer de penser les conditions d'une éducation à la joie puérile qui serait une joie non envieuse. Avec bien sûr en arrière-pensée peut-être euh, une, l'idée qu'il y aurait des choses à en tirer pour une éducation d'un enfant. Est-ce que dans la mesure où les parents sont des êtres d'imagination et les enfants encore plus des êtres d'imagination, il n'y a pas quelque chose à tirer d'une éducation où c'est bien sûr, on n'est pas dans la rationalité, mais où on aurait quelque chose qui soit de l'ordre justement
d'une passivité joyeuse qui ne dégénère pas dans l'envie qui divise. Alors peut-être que c'est ça qui m'a intéressé moi, et je vais peut-être donner la parole à Ariel, parce que peut-être que lui était intéressé par d'autres enjeux concernant cette joie puérile. Mais disons que isoler ce moment de joie puérile qui est rapporté à une forme d'éducation dans le TTP, ça nous a intéressés pour comprendre ce que nous dit là Spinoza, et puis aussi, pour moi, pour essayer d'envisager quelque chose qui ne soit l'éducation passionnelle ou imaginative à autre chose qu'à la compétition des honneurs. Oui. Alors, je voulais justement t'interrompre tout à l'heure à ce sujet, simplement pour faire une note en bas de page et rappeler le texte de l'éthique, là aussi, où Spinoza évoque cette éducation par l'émulation, par l'envie et par l'honneur. Ça se trouve donc dans l'éthique, cette fois, éthique, troisième partie, proposition 27, démonstration. Démonstration ou scolie, je ne sais plus. Scoli, je pense. Scolie plutôt, il y a une erreur dans notre article. Et je cite là encore le texte, les hommes sont par nature enclins à la haine et à l'envie. Bon. À quoi s'ajoute l'éducation elle-même? Car les parents ont l'habitude d'exciter les enfants à la vertu par le seul aiguillon de l'honneur et de l'envie. Donc effectivement, là, on peut lire en filigrane une critique de la part de Spinoza d'une certaine forme d'éducation. L'éducation, finalement, comme tu l'as dit, ordinaire, hein, méritocratique, entre guillemets, qui consiste à faire appel à la concurrence, à l'esprit d'émulation et surtout d'envie, c'est-à-dire à ce plaisir d'être en haut du tableau d'honneur plutôt qu'en bas, et d'être meilleur que celui d'à côté, etc. Donc cet esprit de concurrence qui est, laisse entendre Spinoza ici, producteur encore d'envie, qui rajoute déjà sur l'aspect naturel de la haine et de l'envie, en rajoutant institutionnellement une cause d'envie à ce qui était déjà donné par la nature. Donc, pour revenir à cette typologie dont tu parlais, on a deux types d'éducation qui semblent s'opposer. L'éducation primitive des Hébreux à la dévotion envers celui qui délivre la loi, et qui a cet avantage d'égaliser tous les Hébreux entre eux face à l'autorité suprême. Et puis face à ça, cette éducation plus moderne qui consiste à recourir à la concurrence et à l'envie. Donc la première a cet avantage qu'en maintenant les Hébreux dans la puérilité, elle supprime aussi d'une certaine façon les causes d'envie, tandis que la deuxième, mais en même temps elle supprime aussi l'accès à la raison, tandis que la deuxième développe la raison sans doute, mais elle la développe de manière concurrentielle, donc d'une manière qui n'est pas totalement finalement conforme à l'esprit même de la raison, puisque au bout du compte, ce qui semble donner comme valeur suprême, c'est le fait de l'emporter sur le voisin, d'être plus fort que l'autre, d'être plus reconnu que l'autre, etc. Et si je peux ajouter un point, c'est pas moralement que c'est mal, c'est juste que il y a moins d'épanouissement à jouir d'un bien en privant les autres que à jouir vraiment d'une éducation rationnelle qui, du coup, prendrait la forme d'une rééducation, si on peut utiliser ce terme. Pas d'une rééducation au sens disciplinaire, au sens des camps de rééducation, mais une rééducation au sens davantage thérapeutique, physiologique, au sens où il s'agirait de retrouver justement eh bien, une certaine souplesse dans la manière d'être affecté et d'être affecté avec les autres et par les autres. Je crois que si je me suis permis de dire que l'éthique était aussi un traité d'éducation, c'est que Spinoza, en filigrane, essaye de montrer comment on peut contrer cette éducation ordinaire dont parle Ariel, c'est-à-dire l'éducation compétitive des honneurs qui apporte des joies. Il ne s'agit pas de dire le contraire, mais qui apporte des joies qui sont moindres par rapport à une éducation rationnelle. Excusez-moi, c'est pris.
Euh, Oui. Alors peut-être on peut ici rebondir sur cette question parce que tu as parlé de l'envie et des honneurs. Et effectivement, le texte mentionne à la fois l'honneur et l'envie dans l'évocation de cette éducation, disons, libérale de type concurrentiel, fondée sur l'émulation. Peut-être ici faut-il justement séparer ces deux termes d'envie et d'honneur. Pourquoi? Parce que l'envie, pour Spinoza, c'est quand même essentiellement, lorsqu'il réévalue les affects, c'est vraiment un mauvais affect. Même si c'est une joie mauvaise. Et la plupart du temps, c'est une tristesse de se sentir inférieur à autrui, ou la joie d'être supérieur, de se sentir supérieur, mais qui est une joie mauvaise. Tandis que l'honneur est ambivalent. Il y a aussi une positivité de l'honneur que l'on voit alors dans l'éthique, dans la 5e partie de l'éthique, où le sentiment de gloire est tout d'un coup réévalué et on peut tirer de la joie, mais alors pour le coup une joie rationnelle, de la gloire et même de l'honneur. Et cette dimension, justement, on la voit dans la 3e, donc j'ai parlé des 2 premiers types d'éducation, l'éducation primitive des Hébreux, l'éducation libérale. Dans le tout dernier chapitre du traité théologique, c'est là que Spinoza mentionne l'idée de bonne éducation, et il la mentionne dans un contexte intéressant, qui est celui de la révolte contre un État violent. Et il fait remarquer que lorsqu'un État est violent, c'est-à-dire empêche la population de s'exprimer, va contre la liberté d'expression, enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui la liberté d'expression, disons plutôt la liberté de philosopher, ce serait plus exact. Même si certains acceptent par raison justement cette dictate des puissants, parce que selon le principe qu'un État même violent est encore meilleur qu'une absence totale d'État, il mentionne aussi ce qu'il appelle les honnêtes gens, honesty, qui, eux, contrairement aux flatteurs et aux gens corrompus qui vont se soumettre servilement au pouvoir violent, eux risquent, et même ont toutes les chances, de se rebeller contre ce pouvoir. Et s'ils risquent de se rebeller, c'est parce que justement, ils ont eu une bonne éducation, dit-il, bona educatio, qui les dispose à ne pas supporter cette censure ou cette violence de l'État. Donc, paradoxalement, là encore un paradoxe, il y a quelque chose de commun entre l'éducation des Hébreux, enfin la situation des Hébreux, et puis la nature de ces hommes honnêtes, ces hommes de valeur qui portent la liberté dans le chapitre 20 du traité théologico-politique, c'est cette capacité à se rebeller. Et c'est le même mot que utilise Spinoza en latin, contumacia, qui a donné en français le mot contumace, le fait de se rebeller, c'est-à-dire de constituer un groupe qui conteste la violence de l'État. Et ça, c'est un fruit de la bonne éducation. Donc, Spinoza ne définit pas la bonne éducation, mais il en montre un des effets. Et cet effet, étonnamment, c'est un effet qui est commun avec le caractère des Hébreux, qui est l'insoumission, le fait de ne pas accepter la violence ou l'ordre abusif donné par la puissance des gouvernants. Et donc là, nous avons peut-être un indice de ce que serait une bonne éducation aussi. C'est une éducation une éducation au fond à la résistance et à la contestation du pouvoir. Là, peut-être nous avons quelque chose qui est intéressant à penser, parce qu'il y a ce point commun. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a une parenté entre cette joie puérile des Hébreux primitifs, cette joie de l'élection, et puis ce sentiment de corps que constituent les honnêtes gens dans une république moderne, puisque eux aussi sont unis par cette capacité de résistance et fait ce qui les constitue aussi en groupe. Donc ce n'est pas un sentiment individuel ou individualiste, c'est au contraire un sentiment de reconnaissance, et justement donc de reconnaissance, on peut dire d'honneur, c'est-à-dire le fait de se sentir conduit par une solidarité mutuelle avec d'autres à, opposer à un État violent une résistance quelle qu'elle soit. Peut-être pour ajouter une précision, la joie puérile
dans laquelle les Hébreux sont éduqués. C'est la joie qui naît du fait d'être élu, d'être le peuple élu. Alors, pour Spinoza, il s'agit d'une élection temporelle avant tout, mais d'une élection qui est vécue par les Hébreux comme un choix de ce peuple pour être sauvé. Eh bien, cette joie, elle est là, elle est cultivée par Moïse pour justement apaiser le caractère insoumis des Hébreux. C'est-à-dire que les Hébreux, au sortir de leur servitude d'Égypte, ils ne supportent plus, d'une certaine manière, l'autorité d'un égal, l'autorité d'autres hommes. Et donc, Spinoza nous dit, ils sont de tempérament rude et insoumis, de complexion, d'ingenium rude et insoumis, frustre, et il faut leur donner, euh, il faut donner à cet imaginaire-là euh, eh bien, des objets et des pratiques cultuelles qui permettent justement qu'ils éprouvent un affect qui euh, calme ce désir de désobéissance. Parce que le grand problème quand même du traité théologico-politique, ou le grand problème même de la politique spinoziste, c'est d'essayer de lutter contre l'insoumission. C'est ça qui est paradoxal, c'est que d'abord et avant tout, il ne s'agit pas de promouvoir l'insoumission, mais il s'agit de penser comment l'insoumission a pu être canalisée, a pu être même arrêtée par certains dispositifs, notamment affectifs. Et ça, il faut une éducation. Et l'éducation à la joie puérile, c'est une éducation à aussi vivre la servitude comme liberté. Vivre, parce que c'est une, parce que tout dans cette servitude est joyeux. C'est la servitude de l'élection. Donc, dans n'importe quelle pratique, dans n'importe quel rite, il y a tout ce qui est fait et rapporté à cette élection et rapporté à la grâce qu'on rend à Dieu qui est le Sauveur et qui a élu le peuple hébreu. Donc cette joie-là, elle vient, on pourrait dire, euh, en contre-feu du désir d'insoumission des Hébreux et et elle est la joie d'un peuple très uni, où tout le monde est à égalité, jusqu'à ce que le ver entre dans le fruit, c'est-à-dire la division de l'élection dans l'élection, tout ce qu'on a dit auparavant, à savoir l'élection des Lévites à l'intérieur comme tribu particulière dans l'ensemble des tribus. Mais avant cela, toutes les tribus sont à égalité. Les individus sont eux-mêmes maintenus dans une forme d'égalité. Il y a le rite du jubilé pour redonner à ceux qui ont perdu leurs terres, qui sont les plus pauvres, eh bien, pour leur redonner des terres, etc., pour justement que la pauvreté ne s'incruste pas dans le corps politique et pour maintenir une forme d'égalité. Et c'est cette égalité qui est justement sans doute source de joie. Or, ce que dit bien Ariel, c'est qu'on retrouve cette forme de joie, d'unité, pas du tout individualiste, comme dans l'éducation compétitive, mais cette joie, on va dire, collective, chez les bien éduqués, chez les honnêtes. Mais paradoxalement, elle va être le ferment de la contumacia, de l'insoumission, alors que chez les Hébreux, elle était un dispositif pour résister à l'insoumission. Donc, on dirait que à la fois, c'est ce qui permet de résister à une mauvaise insoumission, en tout cas à l'insoumission de ces enfants qui ne veulent pas obéir, mais elle peut être aussi le support d'une insoumission à ceux qui vont donner l'exemple aux autres du fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Alors que, et c'est pour ça que le propos de Spinoza est d'une certaine manière ambivalent, il dit par ailleurs qu'il est conforme à la raison d'obéir même à un État despotique d'une certaine manière, parce que mieux vaut un État qu'une absence d'État, qu'une guerre civile. Mais il y a quand même des individus qui, par leur vie même, vont défendre cette liberté de philosopher, cette liberté d'expression, et qui vont être des exemples pour les autres, qui vont pouvoir les imiter. Donc j'ai l'impression que, voilà, il y a ce paradoxe qui nous intéresse, c'est le fait que cette joie,
elle est à la fois ce qui contrebalance l'insoumission et ce qui peut permettre, d'une certaine manière, de la nourrir dès lors qu'il s'agit justement euh, de désobéir à un État despotique, à un État qui écrase la joie et non pas qui la nourrit. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ariel, de cette articulation que j'essaye de faire, hein, et qui était une des questions qu'on s'était posées, qu'on n'a pas beaucoup traitées, qui était justement comment ça se fait que Spinoza, à deux chapitres d'écart, utilise le même terme, une fois pour le dévaloriser quand même, enfin pour dire que le peuple hébreu est un peuple insoumis qu'il va falloir canaliser, et l'autre fois pour dire qu'il y a des honnêtes qui résistent obstinément à un pouvoir despotique qui écrase la liberté d'expression. Et cela, Spinoza ne dit pas qu'il faut, euh, enfin, il ne dit pas qu'il faut désobéir. Il dit que mécaniquement, automatiquement, il va y avoir cette résistance et que cette résistance, d'une certaine manière, elle a une vertu. Elle a cette vertu de voilà, parce que ceux qui vont continuer à obéir à l'État despotique, c'est, dit-il, ceux qui se gavent d'argent, de bonne chère, etc. C'est les flagorneurs, c'est ceux voilà, dont les affects vont faire qu'ils se composent très bien avec un pouvoir vertical et liberticide. Alors que les honnêtes, qui sont dans d'autres affects, notamment, je pense, de joie et de joie collective, ceux-là ne supportent pas l'autoritarisme de l'État despotique. Oui, alors de joie, peut-être dans le cadre d'un despotisme, le terme n'est plus tout à fait Mm. adéquat, disons d'amour de la liberté, peut-être en tout C'est cas. une joie, ouais, ouais, ouais. C'est une joie, bien sûr, en tant que telle, mais dans des conditions plus dramatiques qui font qu'on est amené à résister. Et alors, effectivement, le grand paradoxe, c'est que Spinoza ne promeut pas cette résistance. Effectivement, il se contente d'observer que, par nature, les hommes bien éduqués vont résister et vont faire quelque chose qui, dans l'absolu, est contraire à la raison, mais qui pourtant est conforme à leur nature d'hommes bien éduqués. Donc c'est là tout le paradoxe, si on veut chercher à penser ce que serait qu'une bonne éducation, puisqu'il en parle sans la définir, ce serait quelque chose, en tout cas, qui, par ses effets, est assez paradoxal, puisque cela produit un effet collectif qui n'est pas absolument conforme à ce que la raison absolument enseigne. Mais alors, peut-être que comme le temps tourne, il faut essayer de conclure si on veut ouvrir une discussion. Il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé, mais d'une certaine façon, on n'a parlé que de ça, et qui concerne aussi le séminaire auquel nous sommes invités, c'est la question de l'histoire. Et on n'a pas tellement parlé de l'histoire en tant que telle, mais en fait, on n'a parlé que de ça, puisque on est revenu. Qu'est-ce que c'est que le peuple hébreu? C'est le peuple aussi de l'histoire. C'est le peuple qui perpétuellement se raconte sa propre histoire et récapitule ses valeurs autour du récit de son histoire passée. Or, justement, ce que fait Spinoza, ce que propose Spinoza dans le traité théologico-politique, c'est de revenir sur cette histoire et de la réinterpréter de manière sensiblement différente de ce que peuvent faire les théologiens, qu'ils soient juifs ou chrétiens, pour en tirer des enseignements politiques. Alors, en tant que tel, ça n'est pas spécialement original, tout le monde fait ça au XVIIe siècle, mais en tout cas, là, ce qui nous a intéressés, Pascal et moi, dans cette affaire, c'est effectivement euh, de faire se croiser ce sentiment d'élection puérile et au fond, en tant que tel, profondément joyeux et non envieux, avec ce que serait une bonne éducation, qui serait elle aussi peut-être à penser du côté de cette joie d'être élu, d'être protégé par un éducateur, par des parents, etc., sans se sentir pour autant supérieur ou sans pour autant exclure d'autres peuples ou d'autres personnes. Et c'est peut-être là que serait la clé, mais c'est à creuser bien sûr, de ce que serait le ressort psychologique d'une éducation non libérale et non liberticide. Ce sentiment de joie d'être
à la fois élevé au-dessus de sa condition naturelle par une aide extérieure, sans pour autant se réjouir d'en priver autrui, mais au contraire de penser que cette élection peut se partager avec d'autres. Cela en revenant justement sur l'éducation primitive reçue, parce que tout enfant commence dans un mode, dans un régime d'extériorité, dans un régime de soumission à une autorité extérieure. Donc peut-être que la bonne éducation, c'est une éducation toujours seconde qui revient et qui, comme tu l'as dit, rééduque, même si le terme n'est pas tout à fait, est un peu ambigu, disons, rebat les cartes d'une éducation primitive en expliquant sa raison d'être. Il a bien fallu commencer par des commandements parce qu'on était dans un état d'hétéronomie. Mais il y a un moment où on doit revenir sur cette histoire passée, que ce soit l'histoire des Hébreux ou son histoire personnelle, pour contester, au fond, l'autorité qui a été bénéfique pendant un certain temps, mais qui, à un moment donné, doit être contestée si l'on veut véritablement devenir l'auteur de ses pensées, c'est-à-dire devenir plus libre. Tout à fait. Alors, peut-être pour conclure, j'indiquerai deux textes. Alors, ce qu'il y a, c'est que je les ai pas là en mémoire, mais c'est deux textes j'ai pas la référence exacte. C'est deux textes de la partie 5. L'un, je crois que c'est la proposition 2 de la partie 5, où Spinoza nous dit que on peut défaire les, l'émotion, la commotio, l'émotion de joie ou de tristesse qui est liée à l'idée d'une cause extérieure. Et du coup, on peut joindre ces émotions à d'autres idées, et ça fait que nos amours et nos haines habituelles, ainsi que les flottements de l'âme qui en naissent, sont détruits. Ça, c'est un premier texte qui me paraît très important du point de vue de la compréhension de cette bonne éducation. L'autre texte, je ne sais plus si c'est 5.14 ou si c'est un autre, ou peut-être c'est peut-être 5.19, où Spinoza nous dit que l'amour envers Dieu, l'amor erga demum, est un amour qui est d'autant plus nourri qu'on imagine que d'autres aiment du même amour que nous Dieu, et qui n'est pas du tout souillé par l'envie. Alors, concernant le premier texte, s'il me paraît important, c'est eu égard au texte qu'a cité Ariel tout à l'heure concernant l'éducation ordinaire. Tu avais dit que c'était, je ne sais plus, 3, 27, non, je ne sais plus, Scoli. Euh, Pourquoi? Parce que dans ce Scoli, où Spinoza décrit l'éducation ordinaire, l'éducation par l'aiguillon de l'envie et des honneurs, eh bien, euh, Spinoza, alors je ne sais plus si c'est dans ce texte-là, je me demande si c'est pas dans un autre texte, il faudrait que je retrouve. C'est un texte peut-être qui est dans une explication d'un affect à la fin de la troisième partie. Il faudra que je vérifie. C'est un texte où Spinoza nous dit que euh, comment elle fonctionne, l'éducation parentale, elle fonctionne avant tout par la nomination. Les parents vont nommer tel ou tel acte accompli par l'enfant en disant c'est bien, c'est mal, c'est torve, c'est juste, etc. Il va y avoir un acte de domination qui est en même temps un acte d'évaluation, un jugement de valeur. Donc, qu'est-ce qui est lié dans l'éducation ordinaire? Quelle est la conjonction qu'opère l'éducation morale ordinaire? C'est une conjonction entre euh, un acte nommé, un objet, un comportement, et un affect de joie ou un affect de tristesse. C'est ça le jugement de valeur, il se fait à travers l'affect. Les parents attristent l'enfant qui a commis un acte qui va être condamné et ils réjouissent, en le félicitant, l'enfant qui a accompli un acte qui va être lié à une joie, qui va être nommé comme étant un bel acte, un bon acte. Donc Spinoza dit,
par ces actes de nomination, des représentations sont liées à des émotions. Il utilise exactement le même vocabulaire qu'on retrouvera en 5.2. C'est la question de la liaison et de la déliaison en 5.2 entre des commotiones, des émotions de l'âme. Il reprend peut-être d'ailleurs un vocabulaire cartésien, et puis des idées, les idées des actes, les idées de causes extérieures. Donc, ce que, on va dire, l'éducation ordinaire produit, c'est des amours et des haines, mais rapportés à ses propres actes, donc rapportés à soi. Au fond, c'est une éducation disciplinaire pour que, comme dirait Foucault, après suite, ça marche tout seul, que l'enfant s'auto-condamne en ayant accompli tel ou tel acte que les parents auront désigné comme mauvais, ou s'auto-glorifie d'avoir accompli tel ou tel acte que les éducateurs lui auront désigné comme étant bon. Et d'une certaine manière, on peut dire que l'éducation, elle fait naître la conscience comme conscience morale, l'éducation ordinaire. Et que l'éducation éthique que propose Spinoza, c'est justement de déconstruire, de revenir, comme disait Ariel, sur cette éducation morale première et de faire en sorte que nos amours et nos haines ordinaires et les flottements de l'âme qui en naissent puissent être détruits en liant ces émotions à des idées adéquates, en comprenant par exemple qu'on n'est pas les sujets libres de nos actes et puis que justement, ces évaluations, elles sont nées d'une certaine forme d'éducation. Donc, l'éducation éthique rationnelle, elle est peut-être dans le fait de ce découplage entre les émotions et les idées de cause qui ont été connectées par l'éducation parentale ordinaire. Donc, si on retrouve exactement le même vocabulaire dans 5.2 et puis dans ce texte, je crois que c'était un texte de l'explication d'un affect, il faudra que je retrouve à la fin de la partie 3, c'est que 5.2, au fond, nous dit peut-être, en même temps que je suis en train de parler de la manière dont on se réforme éthiquement, je suis en train de parler d'une nouvelle forme d'éducation. L'éducation que peut-être des parents rationnels pourraient utiliser avec leurs enfants, ou peut-être c'est de l'éducation ou rééducation que chacun devra entreprendre dès lors qu'il est passé par l'éducation morale ordinaire en tant qu'être d'imagination. Et peut-être que tous les enfants soumis à une autorité doivent passer par cette première forme d'éducation avant éventuellement de se réformer intellectuellement. Et ça expliquerait aussi ce détachement vis-à-vis eh bien, des normes ou des autorités ou des, on va dire, oui, oui, ces espèces d'autorités normatives qui ont fait nos évaluations et qui ont fait aussi qu'ensuite on se juge soi-même, sans même que quelqu'un nous apprenne à juger les choses, parce que au fond, ça a été intériorisé. Donc il y a ce premier texte qui me fait dire que lorsque Spinoza parle dans la 5e partie de cette réforme affective, en quoi consiste la libération, eh bien, il nous parle peut-être d'une nouvelle forme d'éducation puisqu'il réutilise le même vocabulaire que celui qui a été utilisé pour caractériser l'éducation morale ordinaire, sauf que il renverse, il utilise ce vocabulaire pour renverser l'opération qui a été effectuée dans l'éducation morale. Et puis donc cet autre texte qui aussi nous avait intéressé avec Ariel, c'est ce texte où le vocabulaire de la souillure, le vocabulaire presque je sais pas, du péché est utilisé pour dire que justement dans l'amour à l'égard de Dieu, ben on n'est pas, il n'y a pas cette tâche, il n'y a pas cette souillure de la jalousie, alors que dans nos amours ordinaires, eh bien, c'est-à-dire des amours pour des objets non partageables, des objets monopolistiques, eh bien, il y a toujours cette possibilité de la souillure. Bon, et c'est peut-être pour dire que, voilà, dans cette éducation rationnelle qui cultive une certaine forme de joie et d'amour, eh bien, on est dans la production d'un imaginaire et d'une rationalité de la communauté où justement on ne serait plus menacé par l'envie, qui est quand même voilà, l'ennemi à combattre pour Spinoza parce que c'est le poison de tous ceux qui cherchent la béatitude contre les autres d'une certaine manière. Il y a une manière de la chercher avec les autres. Et s'il le faut, c'est pas parce que c'est moralement mieux, c'est juste parce que du point de vue de la jouissance, ce sera plus fort, ce sera plus grand. Et c'est peut-être ça qu'avait essayé, qu'avait vu, qu'avait perçu Moïse
en commençant par une joie puérile, qu'il espérait peut-être réformer, métamorphoser en une joie plus rationnelle, sauf qu'elle a dégénéré, étant donné les circonstances, étant donné l'adoration du veau d'or et la punition de Dieu, d'une certaine manière. Elle a dégénéré dans une scission du corps politique, dans une élection dans l'élection, et du coup, dans justement euh, une contamination du corps par l'envie et la jalousie. Mais voilà, je pense que dans la partie 5, il y a des éléments pour un petit peu aussi déplier cette bonne éducation dont il est surtout question dans le TTP, dans la partie 5. Je crois que l'expression bonne éducation revient à 3 reprises dans le traité théologico-politique. Et puis, c'est quand même dans la chapitre 20 que les bien éduqués, mais c'est vrai qu'on se demande ce que ça signifie exactement, eh bien, sont ceux qui résistent malgré tout. Parce qu'on peut se dire, s'ils sont bien éduqués, ils sont éduqués à la raison, donc ils sont peut-être éduqués à une obéissance comme moindre mal. Or, finalement, c'est eux qui résistent obstinément. Petite note bas de page pour les références. Je m'étais égaré tout à l'heure le passage où il dit que les parents ont accoutumé d'exciter leurs enfants à la vertu par le seul aiguillon de l'honneur et de l'envie. C'est la proposition, c'est le scoli de la proposition 55 de la troisième partie. Et le texte dont tu parlais à l'instant, les parents qui font des reproches aux enfants et qui donc associent le sentiment de bien à celui de joie et le sentiment de mal à la tristesse, c'est dans les définitions des affects, euh, chapitre 27. D'accord. Ah oui, voilà, c'est pour ça que j'ai confondu, j'avais dit 3,25. Et c'est là qu'il reparle voilà, de l'éducation. Il n'y a pas beaucoup de textes où il en parle dans l'éthique, mais là, ça en fait partie. Il y a le texte aussi dans l'éthique, à la fin de la partie 4 où il parle de l'adolescent qui supporte plus les reproches des parents et qui, pour s'en affranchir, va se soumettre à la tyrannie d'un caporal d'armée. Mais d'une certaine manière, c'est une résistance, c'est une insoumission à la verticalité de la loi parentale, mais c'est une insoumission qui ne procède pas justement de la bonne éducation, mais qui procède d'un affect réactif, on pourrait dire, qui procède du fait que là, l'adolescent ne supporte plus cette éducation, on va dire, traditionnelle. Mais c'est pour éviter euh, ce type de réaction, je pense que Spinoza essaye de penser une autre éducation qui permette de dépasser l'éducation morale ou moralisante, qui est l'éducation traditionnelle, celle qui est décrite notamment dans l'explication de l'affect 27 de la partie 3. Il faut rappeler peut-être pour terminer par ce par quoi on aurait dû commencer, à savoir que dans le traité de la réforme de l'entendement, Spinoza annonce qu'il va devoir écrire un traité de l'éducation des enfants, qu'il faut en tout cas le faire, mais évidemment il ne l'a jamais fait. Donc ce que là nous essayons, il n'a pas eu le temps, donc ce que nous essayons de faire là, c'est d'envisager les principes de ce qu'aurait été peut-être un traité. Il parle, voilà, d'un traité une doctrine de l'éducation. Mais peut-être qu'il l'a fait dans l'éthique. C'est aussi une autre possibilité. Il n'a pas fait un livre séparé, mais il a fait un autre livre qui permet d'être, qui peut peut-être être lu comme ce traité d'éducation. Mais bon, c'est vrai que il faudrait décrypter. En maternelle ou pour prime. Alors, c'est toujours pour les parents, hein, quand même. Les traités d'éducation, c'est rarement pour les petits. Mais bon, oui, peut-être qu'il faudrait faire un traité d'éducation qui soit lui-même pédagogique. Voilà. Bon, peut-être Voilà. il faut arrêter là parce que le temps tourne. Je vois qu'il est déjà 4 heures. Mm. Il est plus de 4 heures, donc s'il y a des questions. 40 minutes. S'il y a des questions, je vois que Vincent s'est mis en ligne. Il a peut-être une question, ou bien Jean-Pierre, ou bien Martha. Bon, il y en a d'autres. C'est vrai que si c'est en italien, on aura du mal. Francesco nous salue, mais bon, Oui, je voulais vous saluer parce que je dois partir. Merci. Merci. C'était c'est à toi. Moi, je vous remercie
pour cette belle discussion. Et en fait, j'aurais une petite question pour vous. Euh, bon, c'est le fait aussi que je suis rentrée au lycée. Et donc, je me demandais une petite chose. Quelle forme pourrait prendre, selon vous, une éducation spinoziste, une bonne éducation spinoziste aujourd'hui? A-t-il des pratiques, pensez-vous, dont elle pourrait se manifester, se concrétiser? Alors, je ne sais pas s'il y aurait une éducation spinoziste institutionnalisée possible, mais peut-être qu'il y aurait des gestes éducatifs ou une manière éducative qui soit proprement spinoziste. Euh, bon, je ne sais pas, c'est difficile hein, parce que Spinoza a refusé de prendre un poste d'enseignant, alors qu'il était peut-être un peu un piège, mais enfin, on pourrait se dire aussi qu'il a refusé une institution d'éducation. Il était pas très friand d'enseignement. Il a eu un étudiant, Caesarius, mais à qui il voulait pas enseigner sa propre philosophie parce il était méfiant. Donc on peut se dire qu'il y a quand même un rapport de Spinoza lui-même à l'éducation qui est difficile. Euh, je pense que quand même, il y a des choses mais qui sont peut-être déjà des gestes tout à fait simples et auxquels on peut arriver sans passer par Spinoza. Mais essayer de cultiver quand même un imaginaire de la joie et de la puissance chez les individus, plutôt que de faire de la morale en leur disant que ça va pas du tout ce qu'ils font et que franchement, bon, ce type de discours, je ne sais pas si il serait vraiment promu par une éducation spinoziste, le discours de la responsabilisation morale, le discours du fait que voilà, peut-être hein, qu'on pourrait se dire oui d'un point de vue de l'imagination et on a affaire à des êtres d'imagination, il faut développer chez eux le sens de la responsabilité, etc. Mais on pourrait se dire ça, l'environnement le fait suffisamment, social, parental, familial, etc. Donc il y aurait peut-être à développer autre chose. Parce que Spinoza dit, au fond, on est toujours aussi parfait qu'on peut l'être, on est toujours aussi puissant qu'on peut l'être, mais il n'empêche que parfois, on peut être moins puissant enfin, on peut se rendre moins puissant à force de croire à son impuissance. C'est-à-dire que à force de penser qu'on est incapable de faire quelque chose, bah, ça devient une imagination autoréalisatrice. C'est une imagination de tristesse qui fait qu'elle devient inhibitrice et qu'elle nous rend impuissants à faire les choses. Donc cultiver cette imagination de la puissance, de la joie et de l'encouragement, je pense que c'est un geste plus spinoziste que celui qui consisterait à mettre, je ne sais pas, l'élève devant la responsabilité de son mauvais travail en lui disant, voilà ce que tu as fait de mal et c'est de ta faute, il faut maintenant que tu te ressaisisses. Bon, ce discours, il peut peut-être être utile dans certaines circonstances, mais chez Spinoza, il y aurait le problème quand même que on cultiverait cet imaginaire de la responsabilité, c'est-à-dire du libre arbitre. Je ne suis pas sûr que ce soit un imaginaire très utile. Et ensuite, on cultiverait quand même une espèce de mauvaise conscience une forme de tristesse qui fait que euh, eh bien, les individus intériorisent cela et du coup se rendent eux-mêmes impuissants par ces discours intériorisés. Maintenant, dans le tact professionnel, c'est dur de savoir comment faire passer justement cet imaginaire de l'empuissantement parce que s'imaginer capable de faire, c'est se rendre peu à peu capable de faire. Donc ça passe déjà par l'imagination. Et il faut en plus que ce soit bien fait, parce que si c'est juste dire, bah, si, si, tu peux faire mieux, j'en suis sûr, bon, un tel discours va peut-être pas toucher l'élève, mais le montrer finement, concrètement, à partir d'un travail particulier, et montrer que donc, bah, si l'enfant, l'élève a été capable de faire ça, il va pouvoir faire autre chose. C'est peut-être comme ça que c'est plus sur ce ressort de la joie que l'éducation peut être faite. Maintenant, bon, il y aurait peut-être, voilà,
je ne sais pas si un enseignant spinoziste ne serait pas aussi quelqu'un qui parfois dit non, mais des barrières et peut-être peut casser des débordements, hein. Il s'agit aussi d'éviter l'insoumission de la classe ou de l'enfant. Et il ne s'agit pas non plus de cultiver de manière comme ça un peu lunaire une joie collective dans l'apprentissage. Mais c'est quand même plus par l'imaginaire de la puissance que de l'impuissance, à mon avis, qu'une éducation spinoziste pourrait passer, quoi. Moi, je veux bien répondre par mon expérience personnelle de prof. Je suis plus prof maintenant puisque je suis à la retraite. Mais ce que j'ai toujours... alors moi, je me suis posé la question, hein, puisque j'étais spinoziste, est-ce que je pouvais avoir un enseignement spinoziste? Euh, je pense que j'y suis un peu... Enfin, je vais vous raconter comment, mais peut-être que j'y suis un petit peu arrivé en fin de carrière. Il faut dire que j'étais dans un lycée parisien où peut-être j'avais un public pas forcément issu de l'élite sociale, très mixte même, mais très réceptif à la créativité, on va dire. Il y avait d'ailleurs pas mal de classes artistiques dans le lycée, etc. Et mon idée, enfin, et c'est venu par la pratique et parce que aussi je voulais me faire plaisir en fin de carrière, que bah, je me disais que pour leur dispenser un enseignement spinoziste, il fallait alors effectivement travailler de la joie. Alors d'abord à un niveau peut-être passif et en parlant à leur imagination, mais essayer de faire qu'ils se produisent par moments des basculements de cette joie passive en une joie active par, à ce moment-là, le travail sérieux sur les textes et la joie qu'il peut y avoir à analyser, à penser des textes en profondeur et à en tirer non seulement bah, justement une joie intellectuelle, mais une sorte de passage à un âge supérieur, en quelque sorte, de la pensée, les faire grandir dans la pensée. Mais pour susciter cette joie, en plus du travail que je dirais pédagogique classique, enfin, en tout cas sur les textes, moi, je recevais les élèves avec de la musique le matin en classe, ou enfin, au début pendant leur rentrée en classe, je mettais de la musique. Et de fait, ça les plonger dans un état réceptifs, enfin, assez gays. On les voyait arriver, enfin aller jusqu'à leur place même un petit peu en dansant, quoi. Et alors, bah, j'arrivais et ça ne mettait pas du tout de désordre, justement, hein, ça ne me rendait pas du tout difficile le passage au cours sérieux, entre guillemets, parce que ça faisait aussi un sas par rapport à peut-être ce qu'ils vivaient en dehors de la classe, et ils se trouvaient dans un affect de joie passive, là, qui ensuite, bon, à moi de faire que, à la fois, il soit prolongé par des moments de plaisanterie et de gaieté dans le cours, mais aussi d'essayer de le transformer, enfin, mais pas vraiment de le transformer par une médiation, mais en fait de faire en sorte que l'élève saute de cette joie-là à une joie intellectuelle du travail philosophique. Moi, voilà, c'est comme ça que j'ai fini ma carrière, moi. Et alors là, du coup, en tout cas pour ma part, dans la joie, oui. Il y avait une autre question, enfin, il y avait une question on a soulevé le paradoxe des gens bien éduqués, hein, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un paradoxe de l'éducateur? Alors, est-ce que d'ailleurs il s'agirait d'un éducateur politique, celui du législateur alors, mais comment ferait-il pour les faire enfin, faire du peuple à la fois des gens bien éduqués et aussi de les éduquer à se révolter en cas de dérive violente de l'État. Il y avait cette question-là. Et puis, finalement, je me disais, mais le meilleur éducateur, ben, c'est le livre de l'éthique, quoi, peut-être. Il faut s'éduquer soi-même par la lecture de l'éthique. Mais alors là, on sort du cadre politique, peut-être. Voilà. Tu veux répondre, Ariel, ou... Euh, oui, peut-être, enfin, sur ce point, je ne sais pas s'il y a aucun moment on peut dire que la bonne éducation sera celle qui dispose, qui invite ou qui incite à la rébellion. J'ai l'impression qu'au contraire, lorsque Spinoza parle de rébellion, il en parle comme une sorte de phénomène
psychologique et naturel contre lequel on ne peut rien, qui est une nécessité de la nature, mais lui-même n'encourage pas à ce type de comportement. Il constate que ça va se passer comme ça, étant donné ce qu'est une bonne éducation. Il ne dit, mais je n'ai pas l'impression qu'ils disent que la bonne éducation sera celle qui invite ou qui dispose qui invite à se rebeller. Et je vois mal Spinoza écrire un traité du style Indignez-vous, comme on a pu voir dans les années précédentes. Il invite, mais il fasse en sorte que la rébellion se produise quand la dérive violente se produit. Directement, je dirais, jamais directement. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas à Et- Mm. Mais c'est vrai que la question se pose de savoir s'il peut y avoir des institutions rationnelles d'éducation. Parce que est-ce que l'éducation, elle n'est pas toujours, on va dire, elle vient pas toujours du bas par rapport aux autorités politiques, ou est-ce qu'on peut penser une politique éducative rationnelle? Mais ça voudrait dire que voilà, on puisse conduire la multitude plus par la raison que par les affects. Et ça me paraît être un peu peut-être en contradiction avec ce que dit Spinoza dans le traité politique, où il ne s'agit pas... Enfin, en même temps, les institutions sont rationalisées, mais elles sont rationalisées pour des individus qui sont conduits plus par les passions que par la raison. Est-ce qu'on peut penser vraiment une éducation? Parce que les institutions du traité politique, ce n'est pas forcément des institutions éducatives, c'est des institutions qui régulent les passions du collectif. Alors que là, il faudrait penser une politique éducative qui vienne donc d'un État et qui soit vraiment rationnelle. C'est-à-dire qui rende les individus rationnels. Euh, c'est peut-être possible, il y a peut-être des éléments de rationalité dans notre système éducatif français aujourd'hui. Mais il y a aussi tout ce qui fait qu'on est dans un système méritocratique où il s'agit quand même, voilà, on le voit tous pour ceux qui sont en terminale et qui passent par Parcoursup, on n'est pas dans la culture de la joie, mais la joie, elle vient si on arrivait à avoir le poste que tous les autres n'ont pas eu, d'avoir la place dans tel ou tel établissement scolaire que les autres n'ont pas eu. Donc on ne peut pas dire que la politique éducative vraiment travaille sur la raison. Mais peut-être qu'elle ne peut pas faire autrement est-ce que c'est possible de penser véritablement une politique éducative rationnelle? Est-ce que cette éducation rationnelle ou cette bonne éducation, elle ne vient pas toujours du bas, c'est-à-dire d'individus ou de groupes d'individus éduquant d'autres individus, mais qu'il ne faut pas attendre de l'État, de la verticalité de la potestas, quelque chose comme une éducation rationnelle. Euh, Peut-être que fondamentalement, une éducation politique bonne, rationnelle, ce serait une éducation démocratique, mais que cette éducation démocratique, elle ne vient pas d'institutions ou d'un pouvoir, elle ne vient pas du pouvoir. Elle peut peut-être venir d'institutions, mais elle ne viendrait pas du pouvoir. Enfin, j'essaye là de réfléchir en vous répondant et je suis un peu embêté par cette idée, oui, par cette question que je me suis déjà posée et qu'on m'a déjà posée, de savoir si on peut envisager vraiment une politique éducative spinoziste. Peut-être qu'on peut envisager en effet une éducation éthique spinoziste, mais une politique éducative, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça ressemblerait trop. Peut-être Ariel, tu as des lumières. Peut-être qu'il faudra réfléchir du côté de la théorie spinoziste de la vérité, telle qu'elle est exposée par exemple dans le traité de la réforme de l'entendement. Parce que je me souviens qu'un jour, j'avais demandé je ne sais pas comment j'en avais été venu d'ailleurs à poser cette question à des élèves de définir la vérité, et ils m'avaient dit ce qui m'avait estomaqué. Ils m'avaient dit la vérité, c'est ce qui plaît au prof. C'est-à-dire, en fait, on voit ce que ça veut dire. C'est-à-dire, en fait, on appelle vrai ce qui fait plaisir à quelqu'un d'autre qui a une position de pouvoir, d'autorité sur nous. Et finalement, ça n'est rien d'autre. Alors que, évidemment, pour Spinoza, la vérité, c'est tout sauf ça. Et quand il critique même la définition, la conception cartésienne, par exemple, pour lui, la vérité ne peut pas être quelque chose qui s'impose à notre esprit et auquel on sera obligé d'obtempérer d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose que nous produisons nous-mêmes. Ça ne peut pas être autre chose. Et donc, là, il y aura peut-être peut-être un schéma de ce que doit être une bonne éducation. Une bonne éducation, ça doit être une éducation qui fait comprendre à celui qui est
informé de quelque chose, qui est initié à la vérité dans un domaine quelconque, comment produire les idées vraies dans la matière. Sinon, si elles sont imposées d'une façon ou d'une autre, si on dit voilà, c'est comme si, c'est comme ça, et ne discutez pas, là, on n'est pas sur la voie d'une éducation. Alors évidemment, c'est difficile, hein, mais je pense que ce serait ça la règle. On peut concevoir ça comme une règle générale, avoir un système pédagogique où l'enfant ou l'adolescent est conduit d'une façon ou d'une autre à produire lui-même les idées qu'il doit apprendre. Sinon, on reste dans un régime d'hétéronomie. Et donc, au bout du compte, je crois que c'est Foucault qui disait que l'école servait essentiellement à ça, c'est-à-dire à dégoûter du savoir. Et alors, l'autre point aussi que je voulais évoquer, c'est, pour revenir sur ce qu'on a dit, c'est la question de l'élection. Parce qu'on a parlé donc de ce sentiment d'élection naïve, enfantine, qui ne serait pas envieuse. Et là aussi, peut-être qu'on a quelque chose qui pourrait aller dans le sens d'une éducation, d'une bonne éducation. C'est-à-dire, est-ce que le sentiment justement que l'enfant doit développer, ce n'est pas celui-là de se sentir privilégié d'accéder à quelque chose sans pour autant se sentir supérieur parce qu'il exclurait les autres d'un pouvoir quelconque. Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment-là qu'il faut développer, le sentiment d'être effectivement élu, parce qu'à un moment donné, on s'élève au-dessus de soi-même, on s'élève même au-dessus des autres, d'une certaine façon, dans un certain état, dans un temps T, mais ça ne signifie pas pour autant que la joie qui en découle consiste à exclure les autres, pas plus qu'elle ne consiste à nous exclure nous-mêmes de ce que nous étions auparavant. D'une certaine façon, c'est ça. On s'élève au-dessus de soi-même lorsqu'on apprend. Donc, on s'élève aussi au-dessus de ceux qui n'ont pas ce savoir. Donc, il y a ce sentiment d'élection dans l'apprentissage qui est constitutif sans doute de cette joie d'apprendre et avec lequel on doit travailler, mais en luttant perpétuellement contre la tentation de l'envie, justement. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, les affects que l'on doit s'efforcer de développer dans une bonne éducation? Évidemment, ce sont des principes généraux, c'est pas facile à mettre en œuvre concrètement. Alors, j'aurais deux choses à dire. D'abord, qu'il y a une intervention de Vincent, mais Vincent ne peut pas parler, donc il ne peut intervenir que de façon écrite. Donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Pascal. Désolé, comme je l'ai dit donc plus haut, je ne peux prendre la parole à l'oral. Avec l'exemple paradigmatique de Parcoursup, l'envie éducative, est-ce que ce n'est pas toujours dans les systèmes modernes, par la potestas, par le haut, ce qui vient de la rareté des biens éducatifs? On ne peut jamais être joyeux que contre les autres parce que les places sont chères, comme on dit, et donc plus fondamentalement parce que l'éducation est indexée sur des places sociales, ou est indexée à des places sociales aux honneurs, justement. Ouais, oui, non, mais moi, là, alors, il faudrait peut-être, en effet, oui, que une éducation, du coup, une politique éducative vraiment égalitaire serait sans doute pas celle qui permet de se rapprocher de cette joie, justement, commune. Mais dans un système libéral, les conditions politiques sont telles que, à mon avis, même s'il s'agit d'une république hein, libérale, sont telles que, puisqu'il s'agit quand même d'attribuer aux individus des places dans la société, eh bien, il s'agit de faire des distributions, et donc des distributions d'honneur, des distributions de places. Donc là, on est quand même pris par quelque chose. Alors, peut-être qu'à l'intérieur de ça, on peut quand même développer ce qu'Ariel a dit, c'est-à-dire penser qu'il faut donner aux élèves les moyens de produire les idées à comprendre. Mais ça a un enjeu très concret, ça, et il y a là un débat qui vient se greffer, qui est qu'est-ce que ça signifie exactement produire les idées qu'il y a à comprendre? Parce que le principe, il est très bon, mais j'ai l'impression qu'il peut être compris, on va dire, pour le dire vite, du point de vue constructiviste. C'est-à-dire qu'au fond, l'élève a à construire son savoir. Parce que c'est ça que ça devient, ce que vient de dire Ariel de manière concrète. L'élève a à construire son savoir. Et je suis toujours gêné par cette idée qui est portée par des penseurs
voilà, comme Piaget ou même socioconstructivisme, comme Vygotsky qui m'est cher. Mais ça peut donner parfois, de façon, on va dire, concrète, des pratiques où il n'y a plus justement de choses à enseigner, il n'y a pas de savoir positif. Mais c'est vrai que le problème, c'est que si on enseigne le savoir, eh ben, on dégoûte les petits enseignés du savoir lui-même. Mais on tombe du coup dans une espèce parfois de relativisation du savoir, où chaque sujet est à même de produire les choses qu'il doit connaître, c'est-à-dire de construire. Et l'enjeu chez Spinoza, c'est qu'il s'agit de construire quand même quelque chose qui est commun et qui est ensuite quelque chose qui épouse la nécessité de la nature. Alors je ne dis pas qu'on construit forcément quelque chose qui est déjà donné, mais la production des idées à savoir, c'est pas forcément euh, l'éducation constructiviste telle que parfois elle est déployée dans des sphères de l'éducation qui sont à la pointe, qui sont même plutôt émancipatrices, mais qui peuvent parfois mettre en péril les bases pour pouvoir comprendre, pour pouvoir apprendre en commun. En tout cas, je sais que euh, il faut se demander ce que ça signifie, justement, produire son savoir. C'est à la fois une belle idée qui vient de Bachelard, qui a été reprise par d'autres, hein, mais qui pourrait être aussi comprise comme au fond, ce qui compte, c'est d'avoir, je ne sais pas, dans une épistémologie située, c'est que chaque sujet construise ses objets à la mesure de son point de vue. Or, on peut tomber dans un relativisme et dans un individualisme avec cette idée de constructivisme du savoir. C'est peut-être là, comme ça, je prends les choses un peu de loin, de très large, mais je vois aussi comment ça peut être attraper cette idée. Et à mon avis, chez Spinoza, voilà, il faudrait préciser ce que ça signifie que donner à chacun les conditions, enfin la possibilité, la puissance de produire les idées à savoir. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de produire n'importe quoi. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais je vois qu'il y a cet enjeu un peu postmoderne. De, Oui, mais et là, oui. j'avais dans l'idée les exemples classiques, comment est-ce qu'on produit l'idée de la sphère ou l'idée du cercle Hum. par un mouvement, etc. Un mouvement du géomètre, justement. Donc, je ne pense pas que là, on pourrait effectivement aller dans la sorte de relativisme, si on veut, mais c'est pas du tout ça que j'avais Oui, en... oui, je sais que toi, c'est pas ça, mais je sais que dans les, je sais pas, C'est dans une façon, en les tout cas, débats sur l'éducation, dans les INSPE, cette question du constructivisme, c'est pas une question neutre, parce que c'est à la fois, c'est toute la pédagogie active qui veut mettre l'enfant en activité, c'est la main à la pâte, c'est le fait que l'enfant ne reçoive pas un savoir tout fait, mais puisse être celui qui le produit ou le reproduit, c'est-à-dire qui vraiment se l'approprie, le savoir, parce qu'il se rend compte comment les choses fonctionnent dans tel ou tel domaine. Mais ça veut dire que on pense qu'il y a quand même des logiques de fonctionnement qui sont objectives et l'enfant doit se les approprier et les reproduire. C'est plus peut-être de la reproduction que de la production d'ailleurs. Mais il euh, ne faut pas associer justement ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a l'enseignement primitif, autoritaire, où là, effectivement, ça descend de haut en bas, et puis celui qui vient dans un second temps, où cette fois, on peut reconstruire soi-même ce qui a été montré pour montrer que finalement, l'essentiel n'était pas dans l'autoritarisme, mais dans le contenu bon, même de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut sans doute combiner les deux, exactement comme Spinoza admet qu'il faut passer par un stade d'hétéronomie avant d'acquérir l'autonomie. On peut pas tout de suite, personne ne naît spontanément rationnel. Ça. voilà, C'est il y un a des point bases. central chez Spinoza aussi. Hein. Donc on a besoin d'autorité au départ, on a besoin d'extériorité. On ne naît pas rationnel. Oui, oui. Mais je pense qu'il y a quand même cette idée, mais peut-être que ça se voit bien avec l'enseignement des langues, qui a été un peu réformé en France. Avant, on donnait la grammaire, les règles. Voilà, c'est comment ça doit marcher.
Et puis, on n'apprenait jamais vraiment à bien parler. C'est pour ça qu'on a fait des générations d'adultes qui savent mal parler les langues étrangères. Aujourd'hui, on est un peu revenu sur ça. Et comme dans d'autres pays, on commence par les échanges, même si on fait des fautes de grammaire, même si on ne maîtrise pas les règles de fonctionnement de la langue, on parle et ensuite on se ressaisit de ces règles. Ensuite, on comprend comment ça fonctionne. Mais d'abord, il faut pratiquer. Parce que si on ne pratique pas, mais qu'on donne que des règles, on inhibe et on fait justement des gens un peu, oui, des petits chiens savants qui connaissent parfaitement les règles de telle ou telle langue, mais qui n'arrivent pas à les utiliser. Alors donc, on enseigne davantage les langues aujourd'hui comme un enfant apprend sa propre langue maternelle. Il n'apprend pas les règles avant de parler sa langue, et c'est ensuite qu'il se ressaisit des règles. Donc, je pense que c'est ça qu'il faudrait aussi, c'est penser une pratique et ensuite un retour sur la compréhension des logiques de cette pratique. Mais il peut y avoir un enseignement plus traditionnel qui commence par l'enseignement des règles. Et on voit bien comment cet enseignement des règles est lui-même un enseignement très vertical et pas du tout un enseignement qui met en activité les enfants. Donc je pense que, il faut peut-être avoir l'idée de la sphère pour ensuite avoir l'idée du segment de droite dont une extrémité est fixe et l'autre mobile et de l'engendrer. Sans l'idée de la sphère, on l'a pas. Et cette idée de la sphère, voilà, il faut, c'est pour reprendre l'exemple de Spinoza, il faut d'abord ça, sinon on n'a même pas l'idée de ce qu'on doit. Tandis que et c'est en comprenant vraiment de l'intérieur la logique de fonctionnement de la chose qu'en effet on la possède. Euh, il ne faut pas non plus qu'on nous donne cette logique-là sans vraiment qu'on ait une moindre idée de la sphère. Parce que sinon, on ne comprendra même pas le sens de ce qui est donné. Mm. Oui, il y a le dernier point aussi que pour répondre à l'objection du retour à l'individualisation par le constructivisme, et là c'est mon expérience de prof qui parle et je réponds à Martha à ces questions. Il y avait quelque chose moi que je trouvais bien pratique à la fois pour le professeur et formateur pour les élèves, c'est de les faire travailler en groupe tout simplement, c'est-à-dire faire des groupes de 3, 4 et puis leur demander de répondre à quelques questions, par exemple, de comprendre un texte, et là, de rédiger vraiment en commun, collectivement, quelque chose. Donc, ils sont obligés là, de se mettre d'accord entre eux, à 3 ou 4. Bon, évidemment, il y en aura toujours un qui va prendre le dessus sur les autres, il y en a qui en profiteront pour ne rien faire, c'est sûr, mais quand même, ça permet de voir qu'on peut se mettre d'accord et que le règne de l'opinion n'est pas le dernier mot de l'univers. Un petit conseil technique. Mais en plus, pendant ce temps-là, le prof peut se reposer et puis papillonner de table en table et l'heure se passe agréablement. Et en plus, il y a 4 fois moins de copies à corriger. Il s'agit d'une éducation spinoziste et avec moins de travail, là. Donc, Et sans effort. engagement des étudiants et des enseignants. En plus, les élèves s'en aperçoivent pas. Un jour, j'ai eu le malheur de le dire à un élève. Il dit, bah oui, comme ça, j'ai moins de copies à corriger. Ils étaient stupéfaits. Oui, je ne pas à notre place. Voilà. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on continue? Ou est-ce que bon, s'il y a des questions, on peut encore y répondre, mais sinon, ouais. A-t-il des autres questions, quelqu'un? Ah, il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Il a peut-être une question à poser. Oh. Alors, tu veux intervenir? Comment s'appelle ce spinoziste? Chat. Gottschalk? Bon, c'est l'avantage de la visio. On ne l'aurait pas eu en cours, en séminaire. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, merci à vous. Alors, merci. Grazie a tutti. Je pense qu'il n'y a que des... ah, bon, oh non, il y a Daniela Bostrenghi. OK. Bon, merci à vous, vraiment, pour cette belle discussion. Merci. Et si vous voulez, si vous avez l'intention, si ça vous fait envie, on va publier
les contributions de ce séminaire, mais on va en reparler après. Donc, D'accord. Bah, l'enregistrement, ce qu'il y a, c'est qu'on avait travaillé déjà avec Ariel sur ces choses-là. On a publié des petites choses. Alors, on a parlé de beaucoup d'autres choses hein, que de ce dont. Mais le noyau dur sur la joie, tout ça, c'est quelque chose qu'on a déjà publié. Donc, je pense que faudrait pas nous, pas nous, d'autres qui auront des choses plus originales peut-être. ok. Bon. En tout Alors, cas, merci beaucoup, hein. merci à tous. Merci. Merci Jean-Pierre. Au revoir. Au revoir. Merci.